Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce jour. Un sommet sur les 3 grands bassins forestiers de la planète s'ouvre ce 26 octobre à Brazzaville, dans la capitale de la République du Congo. Première rencontre du genre, les acteurs de la société civile s'activent pour que ce rendez-vous débouche sur des actions concrètes. Au Kenya, les bénévoles se sont investis dans la protection des tortues. À travers une ferme dénommée Savannah Tortoise Farms, ils comptent sauver cette espèce animale et générer des gains. Les détails dans cette édition. Et puis la situation de la Terre devient de plus en plus très inquiétante. Une équipe internationale de scientifiques prévient que la vie sur Terre est en état de siège. Un ultime appel aux décideurs est lancé pour prendre des décisions afin de sauver la planète. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal. Brazzaville, la capitale de la République du Congo, abrite du 26 au 28 octobre 2023 le premier sommet sur les 3 grands bassins forestiers du monde que sont le Congo, l'Amazonie et le Bornéo-Mékong. Afin que ce rendez-vous ne s'achève pas sur de simples déclarations, la société civile lance un appel à l'action. Les axes sur lesquels les participants à ce sommet sont appelés à agir sont déclinés dans une pétition dont la signature par les acteurs de la société civile se poursuit en ligne. Alexandra Dikambi nous en dit plus. La société civile exprime ses attentes vis-à-vis du premier sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde au centre de la conférence internationale de Kintele, située dans la banlieue de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Pour ce rendez-vous mondial sur la préservation des 3 régions de la planète qui abritent 80% des poumons verts et 3/4 de la biodiversité mondiale, les défenseurs de la nature exigent des actions fortes et significatives. La Fondation Eboko, une organisation congolaise engagée envers l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, vient de mettre en ligne un appel à l'action durant le sommet des 3 bassins. Les participants se pencheront sur 5 axes prioritaires. Il s'agit en premier lieu de la conservation et la restauration de la biodiversité dans ces massifs clés que sont le bassin du Congo en Afrique centrale, le bassin de l'Amazone en Amérique du Sud et le bassin de Mékong en Asie du Sud-Est. L'appel à l'action souligne l'urgence d'agir collectivement pour préserver les 3 bassins du Congo, de l'Amazone et de Mékong. Les 4 axes prioritaires restants porte sur le renforcement de la coopération internationale, la mobilisation des ressources nécessaires, la participation de la société civile et la valorisation du savoir traditionnel des peuples autochtones. Pour les initiateurs de l'appel, la valorisation et le respect du savoir traditionnel des peuples autochtones est fondamental pour une gestion durable des ressources naturelles. Leur connaissance profonde de ces écosystèmes transmises depuis des générations offre des outils précieux pour une préservation efficace de la biodiversité et la promotion d'un avenir durable. Restons dans le bassin du Congo pour parler du Ruki. Cet affluent du fleuve Congo serait le cours d'eau le plus sombre de notre planète, pouvant éclipser le célèbre Rio Negro, considéré comme la rivière à eau noire la plus importante. Selon une étude suisse, la présence de grandes quantités de matière organique explique cette noirceur. Léon Sago pour les précisions. Jusqu'ici considéré comme la rivière la plus sombre, le Rio Negro se voit éclipsé par le Ruki, un affluent du fleuve Congo. Les chercheurs qui étudiaient le cycle du carbone dans le bassin du Congo ont été impressionnés par la couleur du Ruki. Ces eaux sont si sombres qu'il est impossible de voir la mer devant ses yeux, a annoncé l'école polytechnique fédérale de Zurich, ETHZ. Même si les chercheurs ont des données sur cet affluent, sa composition chimique n'a jamais été étudiée. Ils ont donc prélevé des échantillons et mené des analyses qui révèlent que ce cours d'eau contient 4 fois plus de matière organique dissoute que le Congo et 1,5 fois plus que le Rio Negro, d'où la teinte sombre de ces eaux. Selon eux, la présence de ces matières s'explique par les pluies qui emportent les matières végétales du sol de la forêt qui borde les rives et par le fait que le Ruki déborde en saison de pluie pour s'enrichir de plus de composés organiques. Ces chercheurs soulignent aussi que ce cours d'eau s'écoule très lentement puisqu'il traverse des terrains plats et ne contient presque pas de sédiments. Pour le responsable de l'équipe Travis Drake, le Ruki est essentiellement du thé de la jungle.
Il faut relever que les merveilles de l'Afrique ne cessent de surprendre puisque 4 des top 30 des endroits les plus beaux de la planète dressés par le Time Out se situent en Afrique, notamment les dunes marocaines, les célèbres chutes du Victoria, la dépression du Danakil en Éthiopie et la Storm River dont l'embouchure est située dans le parc national de Tsitsikamma en Afrique du Sud. Un groupe d'étudiants de l'université de Kinshasa apporte sa contribution à la gestion des déchets solides dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la poubelle high-tech Odia pour le tri sélectif à Kinshasa où les rebuts ménagers et autres détritus jonchent les rues. Alexandra Dekambi. Kinshasa innove dans le domaine de la gestion des déchets solides avec une poubelle intelligente à commande vocale. Baptisée Odia, le dispositif a été lancé par un groupe d'étudiants de la faculté de pétrole, de gaz et d'énergie renouvelable du département de génie des énergies renouvelables et environnement, option génie de l'environnement de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Odia est doté d'un détecteur de mouvement et d'une commande vocale qui indique à l'utilisateur dans quel bac il doit éliminer son déchet selon la nature. Le dispositif de tri comporte 2 bacs avec un volume cumulé de 0,75 m3. Rempli à 95%, la poubelle émet un témoin lumineux et bloque l'ouverture à 100% afin d'éviter le débordement. Odia est également équipé d'un système solaire hydrique avec batterie de stockage. Outre la réduction de la pollution qui génère 7000 tonnes de déchets, la production en masse de ces poubelles intelligentes pourrait renforcer l'efficacité des collaborateurs sur le terrain, voire le recyclage dans la capitale congolaise qui multiplie des partenariats avec des entreprises investissant dans l'économie circulaire. Avec le lancement de sa poubelle intelligente, Kinshasa entre dans le cercle encore restreint des villes africaines qui mettent la technologie au service de la gestion des déchets solides. Kigali, la capitale du Rwanda, l'a fait en novembre 2021 en lançant des poubelles intelligentes dotées de capteurs pour surveiller les niveaux de remplissage en temps réel. Depuis, ces dispositifs ont significativement amélioré la salubrité de la ville, faisant du pays de l'Afrique de l'Est une référence africaine en matière de gestion durable des déchets. La transition vers les énergies renouvelables a progressé de façon impressionnante au cours de cette dernière décennie. De nombreux pays se sont engagés à accroître leur capacité énergétique. C'est le cas de l'Égypte, du Kenya et de l'Afrique du Sud qui font preuve d'engagement ferme pour une utilisation accélérée des énergies renouvelables modernes. Léon Sagbo nous en dit plus. Les énergies renouvelables en Afrique devrait connaître une forte croissance et représenter près de la moitié de la production d'électricité dans les régions subsahariennes du continent d'ici 2040. Les Nations Unies estiment qu'au cours de ces dernières années, l'Afrique a fait un progrès dans le développement de ses marchés de l'énergie solaire. Un nouveau rapport de l'Association de l'industrie solaire africaine, AFSIA, montre que l'installation de l'énergie solaire industrielle ou captive en Afrique a augmenté de plus de 60% en 2022, portant la capacité solaire au-delà des 10 gigawatts dans 5 pays, à savoir l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Namibie et le Ghana. Dans le but d'exploiter ce potentiel d'énergie verte, le président zambien Hakainde Hichilema a souligné l'importance de la coopération régionale, notamment avec l'Afrique du Sud, lors d'une réunion tenue ce 21 octobre 2023 avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, le Dr Naledi Pandor. Le président estime que négliger cette opportunité serait dommage pour les populations en matière d'emploi et d'électricité. Il s'est aussi dit préoccupé par le fait que les pays de la région puissent rater l'occasion de stimuler les économies et d'améliorer le bien-être des citoyens si l'opportunité de travailler ensemble sur les technologies de l'énergie propre et des véhicules électriques n'est pas saisie. Le docteur Naledi Pandor déclare que leur ministère de l'Environnement et de l'Agriculture s'est engagé avec celui du Commerce pour dresser la feuille de route à suivre. Il est à noter que les prévisions de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, indiquent qu'avec les réglementations, une gouvernance et un accès aux marchés financiers appropriés, les énergies renouvelables pourraient représenter 67% de la production d'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Au Kenya, des bénévoles se sont engagés dans la protection des tortues.
Cette initiative de la Savannah Tortoise Farm permet de sauver ces animaux et constitue également une source de revenus. Irène Papatina pour les détails. Dans la ville isolée de Mogotio au Kenya, ces adorables tortues prennent leur repas en profitant de la tranquillité de leur refuge. Dans cet élevage de tortues, les bénévoles prennent soin des tortues sillonnées en raison des rayures concentriques présents sur leur carapace. Ils leur apprennent à se nourrir pour en faire des tortues adultes et autonomes. Certaines de ces tortues ont été sauvées par la communauté, mais d'autres moins chanceuses ont été retrouvées avec la carapace déjà brisée. Afin de collaborer avec la communauté à la conservation des tortues, le gouvernement, par l'intermédiaire du Kenya Wildlife Service, a donné le feu vert à Savannah Tortoise Farm. La communauté a également été en mesure d'entreprendre pacifiquement ses activités agricoles. Les retombées économiques de la création de cette ferme d'élevage de tortues ont été évidentes avec la création d'emplois et d'entreprises dans cette région isolée de la vallée du Rift. Le sanctuaire est opérationnel depuis 2020 et comme toute autre entreprise, il a dû faire face à de nombreux défis, dont le principal est le coût de l'exploitation. En ce jour, la ferme abrite plus de 200 tortues. Tous ces volontaires ambitionnent agrandir cet espace afin d'en accueillir davantage et de sauver d'autres animaux. La planète court à sa ruine. D'après un article scientifique publié le 24 octobre dernier dans la revue scientifique Biosciences, une équipe internationale de chercheurs prévient que la vie sur Terre est en état de siège. Les chercheurs lancent un ultime appel aux décideurs afin de prendre des mesures urgentes pour sauver la planète. Suivant. L'état écologique général de la planète est alarmant. Les scientifiques lancent à nouveau un cri d'alarme sur cette situation. Dans un article publié en cette fin du mois d'octobre dans la revue scientifique Biosciences, une équipe internationale de chercheurs fait savoir que la vie sur la planète Terre est en état de siège et que nous entrons dorénavant dans une zone inexplorée. Sur au moins 35 signaux vitaux planétaires identifiés, les scientifiques révèlent qu'une vingtaine atteignent aujourd'hui des niveaux records. On note par exemple que la température moyenne atteinte en juillet dernier pourrait être la plus chaude jamais enregistrée sur la Terre depuis 100 000 ans. Aussi, les feux de forêt au Canada ont dégagé plus d'1 milliard de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Également, 735 millions de personnes souffraient de faim de façon chronique en 2022, soit 122 millions de plus qu'en 2019. Pendant ce temps, les subventions accordées aux énergies fossiles continuent d'exploser. Le professeur distingué de l'Université de l'Oregon aux États-Unis, William Rippel, qui est le principal auteur de cet appel lancé une fois de plus par des milliers de scientifiques, estime que la moitié de l'humanité pourrait se retrouver confinée au-delà des régions habitables de la planète. Ceci, si des actions ne sont pas menées rapidement. Ainsi, pour limiter les désastres causés par la surconsommation des ressources, les décideurs politiques sont conviés une fois encore à prendre une série de mesures urgentes. Les chercheurs préconisent notamment l'opération d'une vaste transition économique afin de prioriser la satisfaction des besoins essentiels de l'humanité. Il est également surtout demandé de ne plus subventionner les énergies fossiles. La déforestation mondiale s'est accrue de 4% l'année dernière. Selon le rapport annuel publié mardi dernier, cela fait plus de 6,5 millions d'hectares de forêts disparues. Cette progression de la déforestation met en péril les engagements internationaux. Rafia Tsumberko pour les précisions. Plus de 6,5 millions d'hectares de forêts ont disparu l'an dernier. Contrairement aux engagements internationaux, la déforestation s'est accrue de 4% en 2022. Selon un collectif d'ONG et de chercheurs dans un rapport publié, cette progression de 4% de la déforestation par rapport à l'année précédente met en péril les engagements internationaux. Les forêts sont pourtant essentielles pour réguler le climat. Les arbres stockent naturellement du CO2. Il y a 2 ans, lors de la COP26, les dirigeants d'une centaine de pays représentant la grande majorité de forêts du monde s'étaient engagés à stopper la disparition de ces forêts d'ici à 2030. Malheureusement, la poursuite de la conversion de certaines zones boisées en zones agricoles pour l'élevage ou la culture du soja notamment continue de faire ravage. Déforester équivaut à augmenter les émissions de carbone qui renforcent l'effet de serre. Ces émissions liées à la déforestation ont ainsi augmenté de 6% en 2022. C'est un très mauvais signal, d'autant que les forêts, notamment les forêts primaires, sont aussi cruciales pour la biodiversité et le cycle de l'eau.
Ces forêts sont particulièrement affectées et représentent les 2/3 de surface déforestée l'an dernier. Pour inverser la tendance, il est important de poursuivre les politiques engagées car le tableau n'est pas entièrement négatif. En effet, une quarantaine de pays sont déjà sur la bonne voie pour mettre fin à la déforestation. Parmi ces pays, les 3 meilleurs élèves sont l'Indonésie, la Malaisie et le Paraguay. Le Brésil progresse aussi dans la protection de l'Amazonie, même si une autre zone clé pour les écosystèmes qui est la savane brésilienne reste menacée. Le rapport a salué par ailleurs positivement les nouvelles règles introduites par l'Union européenne qui visent à freiner la déforestation importée. Il est désormais interdit d'importer en Europe le cacao, le café, l'huile de palme, le soja, le bois de caoutchouc ou viande bovine issue des terres boisées après décembre 2020. La fin a sonné pour le glacier de Sarenne en France. Après plusieurs décennies de perte d'altitude et de fond de glace, ce glacier de l'Hexagone a définitivement disparu ces derniers mois. Une situation qui laisse dans une tristesse les chercheurs et glaciologues qui l'étudiaient. Les précisions dans ce récit. La catastrophe climatique continue et particulièrement parmi les glaciers. En France, les glaciers fondent à une vitesse hallucinante. Une situation qui alerte les experts du climat et particulièrement les glaciologues. Ainsi, le glacier de Sarenne près de l'Alpe d'Huez dans le département de l'Isère, dans le sud de l'Hexagone, a officiellement disparu. L'Institut de géosciences de l'environnement de Grenoble, qui l'étudie depuis 75 ans, a décidé d'arrêter de le suivre parce que sa surface est devenue dérisoire. En effet, le glacier de Sarenne mesure désormais moins de 1000 m² pour une épaisseur de 2 à 3 mètres de glace. Ce défendrement s'inscrit sur une interminable liste noire. Les glaciers des Alpes françaises perdent de la masse depuis presque 2 siècles. Mais la fonte s'intensifie sous l'effet du changement climatique. Dans cette logique, l'année 2022 marquée par une intense canicule a été catastrophique pour les glaciers dans l'Hexagone. À titre illustratif, la mer de glace qui est le plus grand glacier français a perdu 16 mètres de hauteur en 2022. À ce rythme, les 3/4 des glaciers alpins auront disparu en 2050 selon une estimation faite par l'Institut de géosciences de l'environnement. Toujours selon cet institut basé à Grenoble, aucun glacier situé à moins de 3400 mètres d'altitude ne devrait résister et d'ici la fin du siècle, 90% de ces monuments de glace seront réduits à néant. Devant ce cataclysme que subissent les glaciers, les montagnards et les glaciologues crient leur tristesse et leur colère lors du rassemblement d'hommage. Terminons cette édition en notant que dans le fonctionnement du système climatique, l'eau de pluie joue un rôle fondamental. Cette eau de pluie participe également et activement aux échanges de chaleur entre la Terre et l'atmosphère. Il est donc primordial de veiller à sa qualité pour la préservation des écosystèmes. Mais comment se forme cette eau? De quoi est-elle composée et à quoi sert-elle? Les éléments de réponse avec Rafieto Mbireko. La pluie est un phénomène naturel qui apparaît sous forme de gouttes d'eau provenant des nuages et tombe vers le sol. C'est l'une des formes les plus courantes de précipitation sur Terre. Cependant, il existe 2 types de précipitations. Les premières précipitations sont stratiformes. Elles couvrent une grande étendue, durent longtemps mais ne sont pas de faible intensité. Elles se produisent dans les zones de basse pression et les creux et sont associées à des nuages de type stratus. Les deuxièmes types de précipitations sont convectives. Celles-ci couvrent des petites surfaces, ne durent pas longtemps mais de forte intensité. Elles sont très localisées et produites par l'instabilité convective de l'air. Les précipitations généralement contribuent à la fertilité et à l'habitabilité des zones tempérées ou tropicales dans les zones polaires et aident au maintien des calots glaciaires. En outre, la pluie est un élément essentiel à l'équilibre écologique de la planète. L'eau présente sur la Terre est en circulation constante. Elle opère un circuit formé qui est le même depuis des milliards d'années. 79% des précipitations tombent sur les océans. Les 21% restantes tombent sur la terre puis viennent alimenter les nappes phréatiques, soit par infiltration ou soit par ruissellement. Ces eaux pluviales permettent de recharger les nappes phréatiques souterraines et qui vont ensuite alimenter les cours d'eau, lesquels se jeteront à leur tour dans la mer. D'une manière générale, l'activité humaine a un impact considérable sur les caractéristiques de l'eau de pluie.
Le lavage des toits, par exemple, peut la changer en bactéries et micro-organismes pathogènes. Toutefois, lors de sa formation, durant sa chute, l'eau de pluie se charge de différents éléments minéraux et polluants qui la rendent moins pure et parfois même très polluée dans le cas des pluies acides. L'eau de pluie ne peut assimiler à l'eau potable. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Green TV International.